Il est 9h20. Notre invité aujourd'hui n'est pas étranger au 98.5 parce que vous l'entendez sur nos ondes depuis de nombreuses années dans sa chronique du paranormal. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de particulier qu'on n'est pas capable de s'expliquer, on prend le téléphone et on appelle Christian Page qui est au bout du fil. Bonjour Christian. Salut Louis. Ben, au bout du fil, t'es même plus qu'au bout du fil, t'es comme connecté. Oui, c'est très bien connecté au studio. Exactement. On a décidé de te parler, Christian, aujourd'hui. Pas juste pour parler de paranormal, mais surtout parler de toi, parler de l'homme qui a connu une année 2021 un petit peu particulière, n'est-ce pas? Oui, très difficile. Ouais. Mais en fait, c'est vrai que lorsque je parle de phénomènes paranormaux, tout ça, c'est très, très rare que je livre mes impressions personnelles. Ouais. Je te dirais que même autour de moi, les gens savent pas trop si je crois ou non aux extraterrestres ou si je crois aux fantômes. Hein. J'essaie de livrer essentiellement l'information telle qu'elle est véhiculée dans la littérature ou les médias, sans moi trop prendre position. Puis ça me fait beaucoup d'ennemis. Hein. Beaucoup de gens disent « Ah, Christian Page, un jour il dit que c'est vrai, puis une fois le lendemain il dit que c'est pas vrai. Il est toujours entre deux chaises. » En fait, c'est pas... Lorsqu'on rapporte l'information, ben, parfois c'est blanc, parfois c'est noir. Puis comme je donne pas trop mon opinion, ben, on a cette impression d'ambivalence. Ouais. Et c'est vrai que donc je parle rarement de moi. Et c'est bien parce que c'était le 98.5 que j'ai accepté de te livrer un peu de mon intimité, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas trop faire. Bon, d'abord, disons que je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu, où en 1963, j'ai connu une enfance très difficile. Hein. Je suis né sans trop entrer dans les détails, disons, d'un père inconnu, d'une mère pas aimante, avec tout ce que ça l'entraîne de sévices psychologiques et sévices personnels, physiques, tout ça. Donc déjà, à l'adolescence, je me suis retrouvé dans la rue, j'ai commencé à travailler très très tôt et je n'ai jamais revu, je pense que je devais avoir 12 ou 13 ans, je n'ai jamais revu ma mère après ça. Ah non, jamais, même à ce jour. Jamais, le lien a été complètement coupé et je n'ai jamais essayé de la revoir non plus. Je sais qu'elle est décédée il y a plusieurs années maintenant d'un cancer du poumon et pour moi, c'était devenu une étrangère. Ouais. Et tout ça pour te dire que, bon, j'ai grandi, j'ai fait ce que j'avais à faire, je m'intéressais aux phénomènes paranormaux, mais à travers tout ça, quand les gens ne me connaissent pas, on a l'impression que je suis un peu froid, mais dans les faits, j'ai mes propres bébites. Et c'est assez surprenant parce que parmi mes bébites, j'ai toujours eu une peur irraisonnée de la mort et du cancer. Et ça vient d'où, cette peur-là de la mort? Je ne saurais te le dire. En fait, c'est tellement important pour moi, la peur du cancer et la peur de la mort, que les gens qui sont autour de moi savent que c'est un sujet qui est strictement tabou. On n'en parle jamais dans mon entourage. Ouais. Jamais. Les gens le savent. Et c'est quand même curieux quand la peur du cancer aussi, j'ai pas vécu une vie ascétique, là, mais disons que je ne consomme jamais d'alcool, je n'ai jamais consommé aucune drogue, d'aucune sorte. J'essaie d'équilibrer ma nourriture, d'avoir un aspect sain. Je n'ai jamais fumé la cigarette et tout ça avec toujours cette obsession de j'aurai pas un cancer. Ouais. Malheureusement, c'est une maladie qui frappe au hasard. Et malgré nos conditions de vie, nos saines conditions de vie, le 10 novembre 2020, lors d'un examen de routine, et là j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ça m'oblige à revenir sur une page sombre qui m'a bouleversé. Ouais. Le 10 novembre 2020, lors d'un examen de routine, les médecins me diagnostiquent un cancer du côlon. Et c'est difficile pour moi d'en parler, mais à ce moment-là, écoute, t'es comme confronté, alors que t'as essayé d'éviter ça toute ta vie, t'es comme confronté à quelque chose qui pour moi devenait comme impossible. Ouais. Heureusement, les pronostics étaient excellents, en ce sens que la tumeur était opérable. Et ce qui a été fait, donc, oui, effectivement, l'année 2021 a été très difficile et en plus, en période de COVID, où on voit le système de santé qui déborde, et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Et il me reste encore pourtant 2 chirurgies à recevoir qui sont relativement importantes, qui devaient se faire techniquement en décembre, mais qui ont été repoussées. Donc, à cause de la COVID?
Oui, à cause du COVID. Oui. Donc, en mai dernier, c'est pour ça, lorsque j'entends les gens, on ne peut pas rester de glace quand on entend des gens, les anti-vax qui sont dans les rues puis qui disent, ça existe pas, il y a rien, il y a pas de conséquences à ça. Non, il y a des gens malades comme moi qui voient leur rendez-vous en centre hospitalier qui sont repoussés à cause de ça. Et c'est un sentiment humain, là. Quand tu apprends, par exemple, que tu as le cancer ou que tu as une tumeur, et tu veux t'en débarrasser au plus sacrant. Tu veux pas l'avoir dans... Tu sais, c'est un sentiment extrêmement humain, là. Tu es obsédé par ça. Je dois t'avouer, Louis, que depuis 1 an, même si les pronostics sont bons, on vit avec cette épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Hein? C'est-à-dire que en mai dernier, donc, on a retiré, entre guillemets, la partie du côlon avarié, si je puis dire, là où était la tumeur. Au départ, le diagnostic était un cancer en phase 3. Lorsqu'on a retiré la tumeur, on a constaté que c'était finalement une tumeur en phase 2. On a retiré des ganglions, une 40aine de ganglions autour des tissus infectés. Aucun d'entre eux n'était touché par le cancer, ce qui donne donc un bon espoir que la maladie ne s'est pas répandue ailleurs dans l'organisme. Ouais. Et cet automne, donc, par un suivi, les médecins me disent toute trace de cancer a disparu. Évidemment, c'est une maladie sournoise. On ne peut pas dire tu es guéri. Il faudra pour moi attendre, comme tous les gens qui sont atteints d'un cancer, d'attendre quelques années pour s'assurer que la maladie ne revienne pas. Généralement, on parle de 5 ans. Là. Ouais, voilà. Donc, on est en période de rémission. Mais écoute, Louis, confronté à cette finalité, la chimiothérapie, les chirurgies, c'est quelque chose d'épouvantable. J'ai pas de mots pour définir. Et ensuite, la détresse psychologique qui accompagne ça. Hein. J'avais des contrats à radio, télé, j'avais des contrats d'édition de livres également. Et tout ça a dû être... mis sur la glace. Là. Mis sur la glace. Tu es confronté à un mur. Ouais. Et même si les pronostics sont bons... Je le vois, les médecins, chirurgiens, oncologues autour de moi, radio-oncologues, sont des gens fantastiques. Et j'ai été opéré à l'hôpital de Laval, au centre hospitalier de Laval, sont des gens fantastiques. Ouais. J'ai eu des soins remarquables. Et ces gens-là ont une espèce d'optimisme parce qu'ils connaissent bien leur dossier. Ils voient ça, ils disent, bon, ben là, Christian, t'as pu à t'en faire, c'est passé, c'est derrière toi. Mais malgré leur optimisme, j'expliquais encore il y a quelques jours, lors d'une visite chez mon médecin, je lui expliquais un peu la détresse psychologique dans laquelle je me trouve. Ouais. Et il me dit, tu sais, un combat contre le cancer, c'est un peu comme un deuil. Même si ton médecin te dit, ça va bien aller, c'est mieux, le combat était tellement difficile qu'il va falloir un certain nombre de mois avant que tu puisses t'en détacher. Ouais. Cette peur que tu vis en ce moment... Puis écoute, cette finalité, c'est assez surprenant parce que bon, j'ai un cancer et j'ai été confronté à ma finalité. Et je disais à la recherchiste, j'ai été en même temps confronté à mon athéisme. Ben c'est ce que j'allais dire parce que toi et moi, on se connaît depuis nombre d'années, Christian, et t'as jamais caché que tu ne croyais pas en Dieu. Je croyais pas en Dieu, mais et je ne crois pas non plus en la vie après la mort. Ben c'est ça. Mais je veux juste parce que souvent là, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais quand ils sont confrontés à une maladie aussi importante que le cancer qui peut amener la mort, là, à un moment donné, c'est comme si tu perdais un peu ta logique parce que tu espères qu'il y a quelque chose, parce que tu vois la finalité peut-être possible arriver, puis tu espères qu'il y a quelque chose de l'autre bord. Et donc, souvent, il y a des gens qui ont jamais cru en Dieu, qui se mettent à y croire lorsqu'ils arrivent confrontés à une situation comme ça. Une renaissance de la foi, mais ce n'est pas arrivé dans mon cas. Non seulement je suis athée, mais, et là je vais te faire une confidence, même si je m'intéresse aux phénomènes paranormaux, je n'ai jamais rien vu qui m'a convaincu qu'il existe une vie après la mort. Attention, je ne dis pas que les gens voient pas de temps à autre des fantômes ou qu'il n'y a pas de manifestation. C'est pas la manifestation que je remets en question, c'est l'interprétation. Autrement dit, j'ai pas de problème à ce que les gens voient des fantômes, mais je doute que les fantômes soient des défunts qui reviennent de l'au-delà. Tu comprends? Et donc... Alors, ce serait quoi? J'en ai aucune idée. Je pense qu'on doit mener beaucoup de recherches autour du cerveau, comment notre cerveau nous fait percevoir la réalité autour de nous. C'est une machine à créer des illusions. Puis il y a des recherches qui se font dans ce sens-là. Mais tout ça pour te dire que comme... À partir du moment où mon médecin me dit, ben écoute, t'as un cancer, puis là, ben pour l'instant, on n'en sait pas trop, on va prendre des biopsies. Tu rentres chez toi, t'es atterré,
Et comme je ne crois ni en Dieu, mais ni en la vie après la mort, pour moi, j'ai l'impression que lorsque ce sera terminé, on va tirer la plug et ça s'arrête. Ouais. Et cette peur, elle est angoissante. Et je t'en parle encore ce matin, puis j'ai des trémolos dans la voix parce que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai été confronté à ça et pour moi, l'année 2001 a été une traversée des ténèbres. Et j'ose me souhaiter que 2022 sera mieux. Ben, on te le souhaite et on se le souhaite aussi parce que on aime beaucoup ça t'avoir sur nos ondes, bien sûr, mais pour l'humain que tu es, on aimerait ça te garder le plus longtemps possible avec nous, là, et on espère que ce sera... En même temps, mais oui, vas-y. J'allais dire, Louis, en même temps, ça te permet de voir aussi comment les médias sociaux, parce que moi, au début, j'en ai pas parlé du tout. Puis on est confronté, à cause du COVID, évidemment, on est enfermé chez soi, on voit moins de gens possible. Et je dois remercier mon ami Éric Nolin, que tu connais probablement, un type qui fait de la radio. Oui. Et Éric m'a dit, écoute, Christian, tu ne peux pas vivre ça seul, tu dois le dire. Mm-hmm. Et ça a été pour moi une espèce de libération. Je l'ai évoqué sur les médias sociaux et j'ai eu une grosse vague l'extérioriser, d'amour. Oui, et une grosse vague d'amour. Donc, les gens m'écrivaient en me disant, on est avec toi, on supporte. Et ça, j'avoue, Louis, un gros merci à tout le monde qui m'ont super supporté. C'est bouleversant ton message, Christian. J'aimerais ça qu'on revienne un peu. Ça te vient d'où, cette passion pour le paranormal, justement? Comment c'est né chez toi? Tu dis que tu as eu une enfance qui était difficile, tout ça. Qu'est-ce qui t'amène dans ton passé à faire en sorte de t'intéresser à ces phénomènes-là? Écoute, on se connaît depuis de longues années, Louis. Ouais. Tu ne doutes pas de ma santé mentale. Non. Alors, je te dirais, en 1976, c'était le 13 juillet 76, je faisais de l'autostop, près de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix. Oui. Et alors que j'étais à la sortie du village, donc dans une zone sombre qui n'était pas éclairée par les réverbères, une voiture est arrivée, elle roulait dans ma direction. Et au moment où elle est arrivée à ma hauteur, je ne sais pas si le conducteur m'a vu à la dernière seconde, il a donné un coup de volant. C'était au milieu des années 70, donc les voitures qu'on disait à l'époque à propulsion ou traction arrière. Mm-hmm. La voiture a dérapé. Et au moment où elle est venue pour me frapper, j'ai eu l'impression d'être soulevé au-dessus de la voiture pour éviter l'accident. J'ai pas l'impression d'avoir sauté, mais pourtant je suis passé par-dessus la voiture. Ouais. Et dans les 30 secondes, 1 minute qui ont suivi ça, je suis tombé dans un fossé et j'ai eu, je sais que ça paraît étrange de dire ça, mais j'ai eu l'impression d'avoir été agressé par des personnages invisibles. Agressé comment? Agressé. Donc, j'ai senti des mains se refermer sur moi. On est dans une région très rurale, donc des fossés de chaque côté avec des champs. Et donc, on m'amène dans un champ, je dis souvent un champ de blé d'Inde, mais en réalité, c'est un champ en jachère. Ouais. Pardon. On m'amène dans le champ. Et j'ai l'impression, en fait, je me déplace au-dessus du sol, comme si des agresseurs me tenaient et m'amenaient dans le champ. Mais j'ai beau tourner la tête à gauche et à droite, je ne vois personne. Je ne flotte pas comme sur un tapis volant. Il y a vraiment un mouvement d'oscillation, comme si des gens marchaient. Je sens leurs mains autour de mes épaules, autour de mes chevilles. Je les entends même parler. L'un d'entre eux, celui qui me tenait par les chevilles, a dit « On va le tuer. On va le tuer. » Et le second qui me tenait, il y en avait un deuxième qui me tenait par les épaules, et j'avais l'impression que devant cette troupe, il y avait un troisième individu, et ce troisième individu, l'éclaireur, a dit « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur. » OK, mais il dit ça, OK, j'allais dire, est-ce que ce sont des extraterrestres? Mais toi, t'entends ça, il parle français. Il parle français, il parle un peu avec un trémolo dans la voix, comme si tu parlais en essayant de te gargariser en même temps. Okay. Donc, il y a cette espèce de vibration. Ils vont répéter exactement les mêmes mots, les mêmes phrases, 3 ou 4 fois, pendant qu'on me déplace dans ce champ. On me met ensuite sur le sol, et là, je m'attends à recevoir un coup derrière la tête ou quelque part, et tout s'arrête. Je me retourne, je suis assis au milieu de ce champ. La voiture qui a failli me télescoper a disparu, elle s'est éloignée sur la route. Le chauffeur ne s'est jamais arrêté. Et je suis seul dans mon champ. Toute l'expérience a duré au maximum 1 minute. À l'arrivée de la voiture, l'agression, les voix, tout ça a duré à peine 1 minute. Ouais. Mais ça a bouleversé ma vie.
À partir de là, pour moi, le paranormal, avant ça, je ne m'intéressais pas du tout à ces sujets-là. Comme les jeunes de mon époque, quand on est dans les années 70, j'avais vu à la télévision des séries comme Les Envahisseurs ou des trucs comme ça. Mais pour moi, c'était des trucs d'Hollywood. OK, mais là, écoute, ça, c'est en 76 que ça survient. Toutes ces années-là plus tard, là, 40 quelques années plus tard, là. Oui. Comment tu l'expliques avec le bagage que tu as recueilli depuis ce temps-là? Parce que à partir de l'âge de 16 ans, tu commences à vraiment t'intéresser au paranormal, etc. De tout le bagage que tu as amassé, comment tu l'expliques? Bon, là, tu poses une grande question. Donc, en ce qui me concerne, l'histoire que je t'ai racontée, je l'ai racontée telle que je m'en souviens. Ce sont mes souvenirs. Malheureusement, avec les années, j'ai appris pour avoir, notamment dans le domaine, j'ai fait plusieurs séries judiciaires, notamment Les Enfants tueurs à Canal D, Les Tueurs de l'occulte. Ouais. Donc, j'ai passé à travers une batterie de psychologues, de psychiatres qui m'expliquaient tout ça. Et c'est vrai qu'en dehors de la caméra, j'ai évoqué à plusieurs reprises mon expérience. Et je me rappelle que l'un d'entre eux me disait, il y a deux types de mémoire. Il y a la vérité factuelle. Donc, si on avait placé une caméra sur le bord de la route, qu'est-ce qu'elle aurait filmé? Et il y a la vérité psychologique. Ce que tu crois qui est survenu. Mais parfois, entre les deux, il peut y avoir un énorme fossé. Donc, est-ce que la voiture est arrivée? Est-ce que j'ai basculé dans le fossé? Est-ce que la peur d'avoir quasi été heurté par la voiture a entraîné une espèce d'épisode qui a duré une seconde, pas une seconde, une minute, un peu psychotique où la peur m'a fait imaginer des choses? Je ne sais pas. Une chose est certaine, par exemple, Louis, ce que je te raconte, c'est le souvenir que j'ai de l'expérience. Donc, ce que tu me dis, c'est que t'es pas en train de nous dire que c'est réellement arrivé de façon physique, mais par contre, toi, tu as la conviction. En fait, tu l'as vécu comme si c'était arrivé. Maintenant, est-ce que je sais pas, il peut y avoir une espèce de phénomène d'hypnose ou de je sais pas trop. Ça pourrait être ça, ton explication, jusqu'à un certain point. Écoute, je vais t'ajouter un détail qui m'a amené, au départ, je n'ai jamais remis cette expérience-là en question. Et quelques années après, donc l'événement date de 1976, on remonte un peu dans l'histoire, on se retrouve aux années 80, donc au début des années 80, donc quelques années après l'histoire. Je suis obsédé par le paranormal. Je lis tout ce qui existe sur le sujet. Je suis une éponge. Je crois à tout. Je dévore ces ouvrages. Et là, un soir, à la télévision, j'avais le choix entre Bleu Nuit ou le cinéma de fin de soirée de TVA. Oui. Qu'est-ce que tu as choisi? Donc, j'ai choisi TVA. Et on présentait un film d'horreur qui s'appelait Les Créatures de l'ombre. Ouais. C'était un film tourné pour la télévision en 1973. Et dans ce film, donc, on a un couple. On a fait plus tard un remake de ce film-là. Mais dans la version originale, donc, on a un couple qui acquiert une ancienne résidence. Et la femme découvre qu'au sous-sol, il y a une cheminée qui a été condamnée. Elle ouvre la cheminée et en libère des petites créatures qui courent un peu partout dans la maison et qui l'interpellent. Les créatures veulent emporter leur libératrice dans leur antre et ils l'appellent « Sally, viens avec nous, viens jouer avec nous ». Et à un moment donné, il y a une scène où les créatures, c'est à peu près gros comme des Barbies, là, les créatures, elles sont sur le plancher de la salle de bain, la dame est sous la douche, et là, à un moment donné, l'une d'entre elles tient un rasoir coupe-chou, les fameux rasoirs droits, elle le tient dans ses mains, et elle dit à sa congénère, « Je vais la tuer, je vais la tuer ». Et l'autre de lui répondre, « Non, on va seulement lui faire peur, seulement lui faire peur ». Exactement ce que tu avais vécu. Exactement, Louis. Le verbatim, il est exactement le même. Ouais. Il existe un phénomène qu'on appelle la cryptomnésie, c'est-à-dire que notre cerveau peut enregistrer, entre guillemets, à notre insu de l'information, et à un moment donné traumatisant, cette information peut être ramenée à la réalité. Est-ce que j'ai quelque part inconsciemment été chez des amis alors que le film jouait à la télévision dans une autre pièce? Je te rappelle que mon expérience c'est 1976, le film date de 1973. Est-ce qu'il est possible qu'alors que je me trouvais ailleurs, le film est joué dans une autre pièce, mon cerveau inconsciemment a enregistré ce dialogue entre les créatures et 3 ans plus tard ou des mois plus tard, alors que je me retrouve dans mon champ de maïs à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, quelque part, mon cerveau a comme
disjoncter, déjanter et ramener à la réalité ces espèces de phrases, de ces échanges. Ouais. On ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, Louis, cet événement-là a été l'événement, si je fais abstraction de mon cancer, c'est l'événement qui a le plus marqué ma vie. À partir de là, de ce 13 juillet 1976, Ouais. je savais que ma vie serait dédiée au paranormal. OK. Et ça t'a bien servi parce que t'as par la suite commencé... Assez bien réussi dans ce sujet-là. Oui, oui, exactement. Avec de nombreuses émissions, des collaborations dans un paquet de séries d'ailleurs, même aux États-Unis, je pense. Oui, j'ai travaillé à la série Unsolved, la célèbre Unsolved Mysteries, qui est animée par Robert Stax. Oui. Il y avait une autre série qui s'appelait Sightings, à laquelle j'ai participé aussi. J'ai repris ensuite, au début des années 2000, la série Dossier Mystère ici à Canal D. Mais déjà dans les années, on se rappellera probablement, au début des années 90, ma première collaboration télé, René Ferron avait repris les dossiers mystères américains et les traduisait en français. C'était animé par Jean Coutu. Je sais pas si tu te rappelles. Ben oui, je me rappelle. Écoute, c'est un classique. Et à cette époque-là, c'était ma première collaboration télé. Jean Ferron, ce qu'il faisait, il prenait la série américaine, retirait un volet très américain pour le remplacer par des volets québécois. Ouais. Donc, on a eu l'OVNI à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, la maison hantée de l'auberge du Jolivent, le vol du cœur du frère André. Et moi, mon rôle dans cette série-là était d'écrire, de faire la recherche pour les volets surnaturels ou fantastiques. Donc, ça a été comme ça que je suis entré dans la grande télévision, si je puis dire. Mais cet intérêt-là avait déjà quand même été exploité d'une certaine façon. En 78, 79 à peu près, dans mon petit coin de pays, à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'avais ma propre émission à la télévision communautaire. C'était un passage obligé à l'époque. Il y avait Richard Glenn et les extraterrestres. Oui. Richard Glenn que t'as un peu mal viré, remarque. Mais... Oui, ça a mal tourné dans son cas. Mais dans mon cas, donc, j'avais 16 ans à l'époque, 16-17 ans, et j'avais déjà cette série que j'animais. À l'époque, faut aussi se rappeler qu'on est bien avant la télévision spécialisée. Oui. La première télé spécialisée au Québec, Canal D, 1995. Et ensuite, il faut attendre 2000 pour voir apparaître les canaux spécialisés, là, Évasion, Canal Z-Télé, Historia et autres. Donc, à ce moment-là, entre le moment de mon expérience, ma formation en communication, la télé communautaire, j'ai passé d'un petit boulot à un petit boulot, des expédients, parce que il n'y avait pas vraiment de tribune pour s'exprimer. Et bien sûr, on va pas dans des grands journaux comme Le Devoir ou La Presse en disant « Je suis spécialisé du paranormal ». Ça a pas une bonne résonance. Auriez-vous une petite place pour moi? Voilà, donc on vit d'expédients, mais tu as tout à fait raison. L'arrivée au Québec des télévisions spécialisées, et je pense par exemple, à un moment donné, lorsque Z-Télé a débuté en 2000, je devais faire 5 ou 6 émissions par semaine à Z-Télé. J'étais à la Revanche des Nerds, donc je fais partie de la mouture originale de cette émission qui a été pendant de longues années une émission phare de Z-Télé, et j'animais, on reprenait des émissions américaines qui étaient traduites en français, et moi je faisais ce qu'on appelle l'encadrement, donc je remplaçais l'animateur américain pour faire la narration en français. Ça a été pour moi un tremplin extraordinaire, et depuis, je n'ai pas quitté l'univers de la télévision. Ouais. Qu'est-ce qui t'allume le plus? Est-ce que c'est justement de faire des séries à la télévision comme ça, parce que tu peux avoir le support de l'image, c'est très, très accrocheur jusqu'à un certain point? C'est sûr que la télévision est un domaine extraordinaire, justement parce que dans le domaine du paranormal, pour reprendre une phrase célèbre d'Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. Et effectivement, la télévision permet ce médium-là. Ouais. Écoute, Louis, puisque tu me donnes l'occasion, je veux quand même remercier. À un moment donné, quand j'ai commencé dans ce milieu-là, dans les années 90, j'ai commencé à la radio. J'ai fait des participations à la radio. Et à l'époque, il y avait CJMS, parce que tantôt on a parlé de CKC. Oui. Il y avait CJMS, radio francophone de Montréal. Et l'animateur, parmi les nombreux animateurs, il y avait Michel Jasmin. Ben oui, bien sûr. Et c'est Michel Jasmin qui m'a donné ma première chance à la radio. Ah oui? Et après avoir fait un été avec Michel Jasmin à présenter des chroniques sur le paranormal, j'étais encore ambivalent. Je me demandais quelle direction j'allais prendre. Et Michel Jasmin m'a dit, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais si tu cesses de nous parler du paranormal,
ce sera une perte. Tu es un excellent raconteur Ouais. et on veut t'entendre. Et je te dirais que ça a été le coup de pouce qui m'a fait demeurer dans cet univers du média qui était quand même difficile dans les années Ouais. 90 parce que c'était avant les télés spécialisées. Ben, Et en puis tout bien cas, sûr, oui, vas-y. je voulais simplement dire, Oui. et ensuite mon amour pour la radio Ouais. a été un peu cimenté par ma longue collaboration avec Benoît Dutrisac au Bien sûr. 98.5 Et qui a qui se débuté, poursuit, aujourd'hui, qui a ouais. débuté il y a maintenant 11 ans et c'est pour moi un plaisir semaine après semaine de retrouver les auditeurs. D'ailleurs, il y aura un balado, n'est-ce pas, qui Oui. qui va être diffusé, en fait, qui va être mis en ligne sur le site du 98.5 bientôt. Oui, dans les prochaines Ouais, semaines, donc, ouais. je me suis engagé à faire 40 balados qui oscillent entre 30 et 45 minutes et qui racontent des histoires paranormales qui sont survenues au Québec ou ailleurs dans le monde. Et Ouais. bien sûr, j'essaie de les agrémenter avec ma vision. Donc, c'est rare que je donne mon opinion, mais cette fois-là, pour les balados, je vais le faire. Un peu mon opinion de l'enquêteur du paranormal Voilà. qui regarde l'ensemble des faits et qui tire s'il y a sonnette d'alarme à tirer, qui tire les sonnettes d'alarme lorsque les histoires sont un peu loufoques. Christian Page, ta vie est aussi passionnante que tes chroniques. Merci, Louis. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Puis, Merci. Soigne-toi bien, puis on a bien hâte de t'écouter et de t'entendre encore en 2022. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, puis bonne année à tous les auditeurs du 98.5.